Hello, hello, on est mardi, j'ai mes enfants qui crient, ça commence bien. Une nouvelle notification Ok, de Amazon Shopping. Alexa Une se met en expédition route. est arrivée. Cette fois c'est la bonne. Bienvenue dans ce nouveau carnet de lecture, ça doit être le 17, quelque chose comme ça, je suis pas sûre, les chiffres c'est pas trop mon truc. On est le 4 juillet si je dis pas de bêtises. On est mardi soir, il est 18h30, je me pose pour bouquiner. Je me suis dit que comme mon ancien carnet de lecture vient d'être publié, c'est le moment d'ouvrir celui-ci. De vous faire une petite intro pour vous dire ce que je lis. Alors je vais vous poser parce que là je vous tiens à main nue et je vais vous expliquer un peu mes réflexions du moment. J'espère que vous n'allez pas tomber. Donc, le lundi, c'est-à-dire hier, on a commencé la lecture des Aventuriers de la mer, l'intégrale numéro 2, cette saga de fantasy, une de mes plus belles découvertes saga l'année dernière. J'avoue que j'étais tellement impatiente de revenir dedans, puis j'ai laissé passer vachement de temps. En revanche, ça va, je suis bien dedans assez rapidement, donc c'est cool, je retrouve mes marques. Le truc, c'est que j'ai très envie de le lire. En fait, concrètement, on est censé lire un chapitre par jour pendant la semaine et 2 chapitres à peu près le week-end. Moi, j'ai envie de le lire. Voilà, l'impression que j'ai là, en ce moment, j'ai d'autres livres qui sont prévus, mais en fait, j'ai envie de lire ça. Donc, c'est possible que je m'écoute, parce que je suis une mauvaise élève. Et concrètement, on fait ce qu'on veut en lecture aussi. Ça ne veut pas dire que je vais pas discuter avec les autres sur le fil de discussion, mais c'est possible que finalement je le lise. Voilà. Y a une autre lecture commune qui a commencé, c'est 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez. J'ai lu la préface. En fait, je trouve que c'est pas très agréable à lire. Enfin, la casse de la police me plaît pas trop. Je me suis donné par semaine un objectif et j'avoue que là tout de suite j'ai pas vraiment envie de lire ma partie, donc c'est possible que je la lise par exemple sur le week-end ou je ne sais pas. J'ai envie d'avancer les Aventuriers de la mer. Sinon celui-ci je ne me suis pas encore décidée. Dans mon dernier carnet de lecture je vous disais que c'est une écriture un peu particulière, mais j'ai pas forcément envie de l'abandonner. Je crois que je vais faire la même chose, je vais lire un chapitre par jour. Je vais peut-être le lire là. Je vais commencer par ça. Je vais lire un chapitre, voir ce qu'il en est, parce que c'est pas si mal écrit, c'est juste un peu dense et il faut s'y faire. Et sinon, j'ai envie de lire l'Incal de Moebius et Jodorowsky. Donc c'est ce que je m'apprêtais à faire là. Donc je vais lire ça. Ça, je vais le mettre de côté pour le moment. Et puis j'ai celui-là aussi de la bibliothèque que j'aimerais bien lire cette semaine. Je sais pas trop comment je vais le caler. Il est assez court, hein. Donc j'ai très envie de le lire en fait. J'ai envie de prendre, une fois par mois je vais à la bibliothèque et j'ai envie de prendre une fois par mois un livre de ma wishlist qui est à la bibliothèque et le lire. Et c'est celui-ci que j'ai envie de lire, même si l'auteur est je crois italien. Il est corse, il vit en Corse, mais il est italien je crois d'origine. Donc c'était le mois dernier, mais c'est pas grave, on a le droit de lire ce qu'on veut aussi quand on veut. Puis j'avais même pas pris parce que je voulais le lire dans ce cadre-là, c'est juste que c'est un des livres que je souhaite lire de ma wishlist, donc c'est possible que je le cale cette semaine et dans ce carnet de lecture. Voilà, donc je vais me poser avec ça, lire un chapitre de ça. Et ensuite, ce soir, je reprends les Aventuriers de la mer. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça va se passer dans ce début de semaine. On se retrouve un peu plus tard pour vous donner mes premières impressions. Petit point lecture, pas vraiment lecture, plutôt réception. Je le fais jamais, mais j'ai envie de vous montrer parce qu'on est en début de mois. Et donc, qui dit début de mois ici, dit suite de saga. C'est ce que je propose à mes garçons et à moi quand
Je me le propose à moi-même. Eh oui, je suis très forte. Dès qu'il y a un début de mois, on s'offre une suite de sagas. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je vais pas vous montrer tout ce qui est là-dedans parce qu'il y a d'autres choses. Et ça sera dans un book haul, ça sera plus simple. Mais je vais tout ouvrir. Ok, donc il y a 2 livres qui vont rejoindre mon prochain book haul. Un livre qui va rejoindre mes paquets pour la fin d'année. Je me suis offert un beau bouquin. J'ai très hâte d'être en décembre. Hein. Je vous préviens. J'aurai peut-être même des choses à ouvrir après. On va voir, ça dépend. Parce que je fais plus d'achats de livres que d'achats de créatifs. Donc on va voir. Donc voilà, on a reçu les mangas. Donc les garçons Simon et Joseph se sont mis d'accord pour acheter le 16 et le 17 de Jujutsu Kaisen. Je vous le montre chaque mois. Peut-être qu'un jour je le lirai, mais vous avez vu un peu, c'est glaçant quoi. Ouais, il se fait verser du sang sur la tête, je pense. Hein. Là, je ne sais pas trop. Il est bizarre. Engloutir les ténèbres pour mieux les combattre. Ouais, ça pourrait. J'essaierai, hein, parce que j'attends qu'ils aient tout. En parlant de suite de saga, je viens de faire un achat sur Vinted que je vous montrerai, je pense, peut-être dans cette vidéo ou dans une autre, dès que je recevrai. Et puis, on en reparle. Sinon, Lucien a pris le 4e tome de Coq de Baston, Rooster Fighter, de Shu Sakuratani. Ah, je vous ai même pas dit, Jujutsu Kaisen, c'est de JJ Akutami. Je sais pas combien il y en a en tout, il va y en avoir 21 ou 22. Et là, celui-là, je vais le lire. Ils sont pas là, les garçons. Je vais leur mettre dans leur chambre pour qu'ils voient ça quand ils rentrent. Et moi, j'ai pris le tome 5. Oui, c'est ça. Non, le tome 4 de La fille du temple au chat. J'aime beaucoup. Voilà, donc on est chez Soleil Manga. Et c'est un manga de Makoto Ojiro. J'aime beaucoup l'ambiance. J'aime vraiment beaucoup l'ambiance. La relation entre cette jeune fille et ce garçon. Et la grand-mère, si je dis pas de bêtises, dans ce temple-là, c'est trop chouette avec tous ces chats, enfin bref. C'est vraiment tout mimi, voilà. Je suis très très impatiente de pouvoir le lire, en plus avec les tournesols, là ça fait très estival, donc c'est parfait, je vais le lire prochainement. Sinon, il y a 2 petites choses, ces deux petites choses vont rejoindre un book haul. Et d'ailleurs, je crois que je suis presque prête pour tourner un book haul, on est le 6 juillet, et voilà, c'est comme ça. En même temps, je tourne mes book hauls dès que j'ai 9 livres en pile. Donc là, j'en ai 9, je pense. Donc je vais le faire prochainement. Le truc, c'est qu'il y a plein de vidéos qui doivent sortir. Donc je peux pas tout tourner d'un coup. Mais je suis très contente parce que notamment, il y en a un qui est de la science-fiction et que je vais pouvoir lire ce mois-ci. Aussitôt acheté, aussitôt lu. Et juste pour le petit teasing, je vais essayer de pas trop... C'est celui qui est en dessous, là, qui va être empaqueté. Peut-être que certains le reconnaîtront comme ça. Je suis trop contente de me l'offrir. Voilà, parce que je l'ai bien mérité. Bon, et ben écoutez, je vais vous laisser là. Je peux juste vous dire qu'on est jeudi et que j'ai rien lu d'autre que Les Aventuriers de la Mer et j'en suis au quart. J'ai lu à peu près 200 pages. Voilà. Chapitre 10, et il y en a 38 ou 39. On y va tranquillou bilou. On se retrouve un peu plus tard. De toute façon, à mon avis, il va traîner sur la longueur ce carnet parce que c'est long à lire quand même, 1000 pages à peu près. Donc je vous laisse là et on se retrouve plus tard. Petit coucou du vendredi matin de ma cuisine. J'espère que vous allez bien. Il est 7h49. Je vais aller faire un peu de vélo. Mais je voulais terminer un chapitre du roman que je lis. Donc Les Aventuriers de la Mer, le tome 2. Et j'adore. C'est trop bien. Et là, j'ai mon petit Pichoun. Pichoun qui boit son petit lait. Voilà, je voulais vous dire à quel point j'adore cette lecture. C'est tellement bien que en fait, à chaque fois, de temps en temps, je me dis, bon, est-ce que je reprends 100 ans de solitude en parallèle ? Tiens, je pourrais prendre sur ma Kindle, parce qu'en ce moment, j'ai des petits trous la nuit, donc je dors pas très bien. Je pourrais reprendre sur ma Kindle, lire Elton's Brody, parce que j'ai très envie de le lire, je l'ai prévu là prochainement. Et en fait, je n'y arrive pas. C'est un livre qui m'appelle tellement dans sa lecture
que je ne peux rien faire d'autre que le lire. J'ai envie de savoir et j'ai pas envie de lire autre chose en même temps. Voilà, je suis trop bien en fait. C'est étonnant les livres qui font cet effet-là. Et en plus, je trouve que ce tome 2, le premier tome est très introductif de toutes les différentes personnalités de la famille Vestrit, des différentes vives-nefs. Donc les vives-nefs, c'est les navires en fait qui se réveillent. Ils sont dans une même famille et au bout de plusieurs générations, ils se réveillent et ils deviennent vivants. Donc la figure de proue devient vivante. Ils sont faits en bois sorcier et ils ont une relation très, très profonde avec les personnes de la famille. Le marin, quoi, le marin qui est en charge de la vive-nef. Et c'est très intéressant, les relations par rapport à ces bateaux. Certains ont été abandonnés par des familles, ils sont prêts à être démantelés. D'autres, comme le Vivacia, qui fait partie de la famille Vestrit, voilà, et il est très intéressant, le Vivacia. Elle est super, la figure de proue, j'aime beaucoup. Et là, on en rencontre d'autres. Et en fait, dans le premier tome, on a vraiment... on suit un pirate, on suit un des filles de la famille Vestrit qui est destiné à devenir prêtre. On suit Althea qui aimerait en fait reprendre le contrôle de la Vivacia à la mort de son père. On suit le capitaine Kenneth, on suit Brachen, le second. On suit plein de personnalités qui ne se croisent pas forcément. Et dans ce second tome, c'est pas facile à dire, ce second tome, ils se croisent. Ils se croisent et on parle les uns des autres et du coup les liens se font. On comprend qui est qui, dans quelle famille il est, dans quelle ville il est, s'il est à Terrilville, s'il est dans d'autres villes adjacentes, s'ils font partie de tel type. Est-ce que ce sont des marchands ? Est-ce que ce sont des pirates ? Voilà, ça c'est vraiment très chouette. Et c'est vraiment super. Et j'ai eu aucune difficulté à re-rentrer dedans alors que je l'ai lu en août et septembre dernier. Donc bravo à Robin Hobb qui fait ça. Et il y a des passages très beaux. J'ai noté pas mal de choses. Je mets des petits stickers comme ça pour me souvenir des choses importantes et parce qu'il y a des passages que j'aime particulièrement, que je veux retenir. Donc c'est vraiment un vrai plaisir de lecture. Je voulais juste faire une pause. J'en suis à la page 255. J'ai bientôt fini le premier volume qui est... Je sais pas ce que c'est comme volume, comment il s'appelle. Parce qu'en fait, je vais arriver au volume de l'été. Mais je pense que... Le printemps. On a commencé par le printemps, bien entendu. Après le printemps, vient l'été. Voilà. Et il y a quelques cartes. Je sais pas si je vais vous montrer. Il y a quelques cartes que je regarde pas forcément, mais on a la carte de Terrilville. Donc c'est là où il y a la ville. C'est la ville des marchands. C'est la baie des marchands. Voilà. Et ici, donc là, on a la baie des marchands. Et ensuite, on va dans la mer agitée. L'île des pirates. Voilà. Non, mais c'est vraiment un très très bon livre de fantaisie. Mon petit Pichoun, t'es d'accord ? Tu veux me faire un bisou ? Viens là. Pichoun. Regardez ce chat plein de lait. Il a du lait partout. Du RERC parce que RERB, on est un peu paumé. En fait, on s'est planté puisque ce n'était pas la porte de Versailles comme je le pensais et comme Louis le pensait. En
fait c'est à Villepinte, donc il est 11h et on est encore dans les transports en commun. Trop la loose, et ils sont tellement contents, hein, ils sont contents les enfants. Voilà. Donc on attend, on devra arriver vers 11h30 et j'espère que ça vaut le coup, que c'est sympa. Bon, on y est finalement arrivé, je vous montre. Voilà, on n'est pas tout seul, n'est-ce pas? Mais il y en a qui sont bien déguisés. Il y a la queue. Bon alors vos impressions dans le métro sur la Japan Expo? En vrai c'était pas comme je pensais, mais dans le mal. Pour moi c'était mieux. C'était quand même beaucoup de choses à acheter, on est d'accord? Moi c'était beaucoup plus grand que ce que je pensais. Et il y avait beaucoup de monde. Par contre ce qu'on a mangé était trop bon. Non, les nouilles étaient pas bonnes. J'étais un petit peu déçue. Lulu, qu'est-ce que t'en as pensé? T'es content de rentrer? On est un peu fatigué et le métro arrive. Alors, on est samedi 15 juillet et il est temps que je close. Il est temps que je close. Je ne sais plus pas. Il est temps de clore. Je suis désolée, je ne sais plus parler, donc ça me fait rire. Il est temps que je close. La lumière est partie en cacahuète. Je vais vous parler de plusieurs choses. Je ne vous ai pas trop pris parce que
La lecture des Aventuriers de la mer m'a complètement accaparée. Je l'ai lu lentement parce que j'ai eu un rythme de lecture un peu plus lent parce qu'on a fait pas mal de choses en fait en ce début juillet. Et donc j'ai lu en 10 jours et j'ai pas lu vraiment autre chose excepté des BD. J'ai adoré le lire comme ça, c'était trop bien. C'était tellement bien, c'est un coup de cœur énorme. Je lui ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict. J'adore, j'ai très très hâte de lire la suite. Et en même temps, je vais être triste de quitter tous ces personnages que j'aime énormément. Je crois que je vous ai déjà raconté un petit peu de quoi il était question. Donc, fantasy, de la fantaisie dans un univers maritime qui parle de marchands qui ont des vive-nefs, donc des navires qui sont animés par leurs figures de proue avec lesquelles ils créent des liens. Il y a vraiment une osmose entre les familles et ces vive-nefs. Et nous, on va suivre la famille Vestrit en particulier qui voit en fait le père capitaine de la Vivacia qui va mourir au départ. Je ne vous raconte pas le deuxième tome, je vous raconte le début du premier. Et à sa suite, on pense vraiment que c'est sa fille, Althea, qui a le profil, enfin elle-même pense qu'elle a le profil pour prendre la suite, mais finalement, c'est pas elle qui va prendre la suite et elle est extrêmement déçue. Certainement parce qu'elle est une femme, et d'ailleurs c'est un sujet qui est très très présent dans ce livre de façon intelligente, c'est-à-dire quelle est la place des femmes dans ce monde de marchands et de marins. Et justement, Althea, elle est vraiment pas contente. Et c'est le mari de sa sœur qui va prendre la suite, Kenneth, si je dis pas de bêtises, oui. Et lui, en fait, c'est quand même un enfoiré. Et il n'a pas, du coup, le lien qui est nécessaire d'avoir avec la Vive-Nef Vivacia. Et donc, c'est compliqué dès le départ. Et puis, en plus, Kenneth va obliger son fils, qui était destiné à être prêtre, à l'accompagner. En fait, le prêtre... il est en relation, vous savez, il manipule un peu l'art comme qu'il peut y avoir dans l'Assassin Royal, et donc il est en pleine formation pour développer ses dons, et il est arraché de ce monde-là par son père pour devenir marin. Il n'a pas du tout envie, hein. Mais il va quand même lui aussi lié, du coup forcément, puisque il est lié par le sang en fait à Vivacia. Et donc il y a une relation qui va se développer sur le bateau. Althea est éloignée de ce monde, pourtant qu'elle convoitait. Et elle va devoir faire ses preuves ailleurs pour pouvoir essayer quand même de faire ce qu'elle souhaite, se battre en tant que femme. Sur place, la mère de l'ancien capitaine, donc la mère de ces deux filles-là que l'on voit, ces deux filles, oui, c'est ça. C'est Ronica. Ronica, elle reste sur place, et donc, sur place, elle est à Terrilville, et elle va rester avec sa fille et les enfants de sa fille, qui sont une jeune fille et un petit garçon. Et donc, on suit autant cette famille qui est à Terrilville que Althea qui part ailleurs, que Kenneth avec son fils qui part ailleurs avec la Vivacia. Et on suit également un autre personnage très fort qui est un pirate, qui est ici, un pirate qui veut devenir le roi des pirates, qui a des grandes ambitions, mais qui n'est pas un pirate particulièrement méchant, parce qu'il est, sans vraiment se l'avouer, il est contre l'esclavage, et donc il y a de l'esclavage en fait dans le commerce, là, chez les marchands. Il y a aussi la vente d'esclaves, et donc qui est critiquée ou non. Elle n'est pas critiquée par le gouverneur en place. Le gouverneur en place aussi, on ne le voit pas trop dans le tome 1, dans l'intégrale 1, mais dans l'intégrale 2, il est là. D'ailleurs, il y a des personnages qui sont liés à lui aussi, et que j'aime beaucoup, qui sont ici. Voilà, est-ce que j'ai fait le tour de tous les personnages ? Oui, je crois. Mais voilà, donc moi j'adore cet univers. C'est super, c'est super. Il y a le roman s'ouvre avec des personnages, on ne sait pas trop au départ qui ils sont. On est dans un flou, et souvent ça commence par eux et ça se termine par eux. Et de temps en temps, quand un nouveau livre s'ouvre, voilà, il y a une partie qui est avec eux, on comprend petit à petit qui ils sont.
Et dans cette intégrale 2, j'ai beaucoup aimé justement parce que j'ai enfin compris, parce que dans la première, je me disais, mais qu'est-ce que c'est, qui c'est, je comprenais pas. Et petit à petit, on comprend et je vois venir une histoire qui va dépasser le simple cadre familial et ça me semble vraiment chouette, voilà. Donc j'adore la plume, j'adore les personnages, j'adore la façon dont c'est découpé. Je suis extrêmement bien dans l'histoire. Quand je lis, je me rends pas compte que je lis. Vous voyez, je suis vraiment dans l'histoire, à fond plongée dedans. J'ai les images en tête, j'ai mes personnages préférés. J'ai un petit crush pour Brashan. Je ne dis pas qui c'est, mais c'est un personnage qui au départ est sur le bateau du capitaine qui va décéder. Je vous en dis pas plus parce que il faut que vous alliez voir. Je l'aime beaucoup, Brashan. Je l'aime beaucoup, même si à un moment il va être un peu dépendant de la Syndine. Je vous dis pas non plus ce que c'est. J'aime ses failles, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Althea aussi, personnage fétiche. Je sais que beaucoup aiment comment il s'appelle, Kenneth, le pirate. Je me suis trompée. Le père de Yémin qui est le prêtre. Je me souviens plus comment il s'appelle. Bref, c'est pas grave. En tout cas, c'est Kenneth, le pirate qui veut devenir le roi des pirates et qui a des grandes ambitions. D'ailleurs, qui ouvre le début du premier tome des Aventuriers de la mer. Tout de suite, on est avec lui. On sent qu'il y a un rôle quand même important. Je sais que beaucoup l'aiment. Moi, je l'aime bien, mais c'est pas mon chouchou. Mon chouchou, c'est Brashan. Voilà. Je vais adorer lire la suite. Quand est-ce que je vais la lire? Je dirais peut-être septembre. J'ai envie de la finir cette année. Et j'enchaînerai avec la seconde époque de l'Assassin Royal que je vais lire aussi et non pas écouter. Mais j'ai pas les livres, il faudra que je me les achète. Par contre, vous verrez dans mon prochain book haul que j'ai la suite pour lire Les Aventuriers de la mer. Sinon, donc j'ai... J'ai alterné mes lectures avec la relecture de l'Incal de Moebius et Jodorowsky, édité aux Humanoïdes Associés, que j'ai emprunté à la bibliothèque. Donc l'Incal, c'est l'histoire, entre autres, de ce personnage, John DeFool, avec sa mouette un peu bizarre. C'est de la science-fiction. Et il est interrogé. Il est en train de tomber, je vous montre juste là. Voilà, John DeFool, il est balancé par-dessus une sorte de terrasse et en fait le monde en dessous, ça va pas bien se terminer pour lui. Donc on est dans un monde comme ça, les villes sont structurées de façon étrange, on est vraiment dans de la science-fiction. Et on le balance là parce qu'il faut qu'il raconte ce qui se passe et qu'il avoue tout ce qu'il a fait. Parce qu'on se rend compte petit à petit qu'il fait des choses pas nettes, ou du moins qu'il est embarqué dans des histoires qu'il dépasse et qui sont liées à une pierre, une sorte de pierre, forme géométrique, qu'il a récupérée sans vraiment le vouloir et qui va en fait l'emmener dans des aventures assez incroyables. On va rencontrer d'autres personnages, notamment un métabaron, le métabaron, pas tout de suite, pas dans le premier je crois, peut-être à la fin du premier tome. Et on va rencontrer celle qui possède l'Incal noir et qui est complémentaire de l'Incal de John DeFool. Et donc on va rencontrer plein d'autres personnages comme ça qui vont créer une petite bande qui vont essayer de sauver le monde ou du moins exterminer en fait toutes les personnes qui veulent conquérir le monde et le détruire. Voilà. Alors moi, je l'ai déjà lu il y a longtemps. J'avais, je sais pas quoi, 15, peut-être plus que ça, 18 ou 20 ans, quelque chose comme ça. Puisque mon père a reçu, je crois, de ma sœur, l'intégrale que j'ai lue. Et je me souvenais du début et de la fin de cette histoire. Et concrètement, je pense que je vais me souvenir du début et de la fin de cette histoire. Ceux qui l'ont lu savent pourquoi. Alors, il faut savoir que l'Incal est quand même une référence dans le monde de la science-fiction. Il a été édité quand? Dans les années 80, 90 1982 pour la première édition. Et c'est vraiment un univers riche
Moebius, c'est le dessinateur, si je dis pas de bêtises. Et Jodorowsky, l'écrivain. Ouais. Et alors, j'aime beaucoup les dessins. Je trouve que les dessins sont hyper chouettes. Et parfois, il y a des dessins avec des détails. C'est un truc de fou, quoi. Je préfère énormément les dessins à l'histoire. Je trouve que l'histoire est assez longue, assez complexe, pour pas grand-chose en relisant après. Je trouve que ça tourne un peu en rond. Voilà. Voilà. Je trouve que c'est un peu mal vieilli de ce côté-là, vous voyez. Mais j'ai le souvenir que j'avais pas le souvenir vraiment de ce qui se passait à l'intérieur et tous les stratégies politiques, tout ça, j'ai trouvé ça assez rébarbatif, j'avoue. Donc c'est la critique que je peux faire. Mais en revanche, j'adore les dessins. C'était un peu de la nostalgie en le relisant. Et voilà, je pense dans mon exploration de science-fiction, c'était sympa de le relire pour me le remettre en tête. Donc j'ai lu les 6 BD. Et sinon, j'ai décidé d'abandonner Les Intermittences de la mort de José Saramago. J'ai le nez qui me chatouille. Édité chez Seuil. Puisque je vous disais que j'avais beaucoup de mal à rentrer dans cette histoire avec ces phrases sans fin. Et que le fait qu'il n'y ait pas d'histoire concrète avec des personnages principaux ne me tient pas. Donc je vais l'abandonner, je ne vois pas pourquoi je continuerai. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça veut juste dire que là ça ne me convient pas. Je vais le remettre à la ressourcerie, puisque je l'ai pris à la ressourcerie, et ça fera plaisir certainement à quelqu'un d'autre. Voilà. J'avais emprunté à la bibliothèque de ma ville un livre qui était sur ma wishlist, à son image de Jérôme Ferrari, édité chez Actes Sud. Voilà, je vais décider de faire ça. Je vais prendre, donc je me suis fait une wishlist, et dans ma wishlist, j'ai repéré ce qui était disponible dans ma bibliothèque. J'ai fait cet exercice-là, de le noter dans mon application Trello, et quand je serai à la bibliothèque, à chaque fois que j'y vais, c'est une fois par mois, j'irai prendre un livre de ma wishlist et je le lirai dans le mois en cours. Un seul. Je compte pas ceux du Tour du Monde que je prends à part. Donc là, voilà. Donc ça, c'était un des livres de ma wishlist. Je ne sais plus qui en avait parlé, mais ça m'avait donné envie. J'ai décidé de le lire ensuite à la suite des Aventuriers de la mer. Je me suis dit, allez, en fait, je voulais reprendre 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, parce que j'ai lu la préface et genre 3 pages du premier chapitre. Et je me suis dit, il faut y aller, quoi, parce que la lecture commune, elle est en cours jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et je ne l'ai pas commencé. Je suis une mauvaise élève. Surtout que c'est moi qui l'ai organisé, donc c'est un peu naze. C'est comme ça, c'est pas grave, on va pas se flageller, c'est juste de la lecture et du plaisir. Hein. Et le jour où j'ai voulu le reprendre, impossible de tomber dessus. Je me suis dit, il y a un truc quand même. Et j'ai décidé de commencer celui-ci. Et ben je l'ai lu, du coup, en 2 jours. Je l'ai fini hier après-midi en rentrant de la Japan Expo. D'ailleurs, je vous aurais mis des images de la Japan Expo, je vous en parle juste après. Voilà, donc à son image de Jérôme Ferrari. Je ne connaissais pas la plume de Jérôme Ferrari, qui est un auteur italien, si je ne dis pas de bêtises. Non, il est né à Paris. Mais il a des origines corses. Il a enseigné la philosophie en Corse. Et j'ai vu qu'il avait effectivement écrit des livres de philo. Alors, ce roman, vous allez voir, c'est intéressant, c'est que, comme le livre que je vous ai montré précédemment, il y a très peu de ponctuation. Alors attendez, vous voyez, là par exemple, la phrase commence ici et se termine là. Voilà. Oula, vous n'avez rien vu. Elle commence ici et elle se termine là. Et il y a beaucoup de virgules avec des majuscules à la suite. Pas forcément, mais parfois il y a des virgules avec des majuscules à la suite. Donc en fait, c'est écrit d'une façon un peu particulière. Mais alors là, j'ai pas eu de soucis. Je suis rentrée dans l'histoire. J'ai été perturbée. Je vais vous raconter quand même l'histoire, même si l'histoire est un peu multiple, à de multiples facettes. On va suivre un des personnages principaux est Antonia, qui est photographe, qui vit en Corse avec sa famille et qui va se voir offrir pour, je sais pas, ses 14 ans, 15 ans, par son oncle et son parrain, qui est prêtre, qui va lui offrir un appareil photo. Et le jour en fait où elle va avoir cet appareil photo, sa vie va changer et vraiment elle va avoir envie de photographier les gens.
Vraiment, photographier les gens, c'est son bonheur. Et notamment, il y a toute une histoire par rapport au reportage politique, au reportage social et à l'intérêt de la photographie. Donc il y a toute une réflexion dans ce livre autour d'Antonia, mais pas que, sur le sens de l'image photographique, sa relation avec voilà, sa relation avec la presse, sa relation aussi avec je photographie la mort, je photographie les combats politiques, quel sens on donne à l'image. C'est extrêmement intéressant, étant donné qu'en plus moi mon mémoire de philo, quand j'ai fait de la philo, c'était sur le sens de l'image photographique. Voilà, donc ça m'a forcément parlé, j'ai trouvé ça très intéressant. On est vraiment concentré sur le reportage de guerre, hein, attention. Et puis là, ça parle quand même de la Corse, du FLNC. Antonia, voilà, elle est liée, dans les années 80, elle est liée à un militant nationaliste. Et elle va être complètement sous l'emprise de cet homme, qui va être en fait... souvent en fait mis en prison. Il va ressortir et à chaque fois qu'il ressort, en fait, à chaque fois elle retombe dans ses bras. Elle va décider, en fait, elle va quand même essayer de réfléchir sur ce qu'elle souhaite faire et décider à un moment de partir en ex-Yougoslavie. Et elle va faire un reportage là-bas qui va vraiment changer son point de vue sur la photo et le sens de l'image. Elle va faire des images en comprenant que très vite ces images-là vont lui échapper et que le sens qui est dans l'image va lui échapper tout de suite. C'est vraiment l'intérêt et le problème qu'on a sur l'image photographique, c'est-à-dire que très vite ça nous échappe et d'ailleurs on reste figé. Le fait que l'image fige le temps est déjà tout de suite, une fois qu'on a appuyé sur l'obturateur, l'image nous échappe. Et c'est très intéressant, cette relation-là. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, et qui est quand même très important, c'est que Antonia, on va la retrouver dans les années 90, et elle va retrouver une des personnes avec qui elle avait sympathisé quand elle avait fait son reportage en ex-Yougoslavie. Elle est en Corse. Elle va la retrouver, elle va dîner avec lui, elle va beaucoup discuter avec lui, et le soir même, elle se retrouve, en fait, elle est devenue photographe de mariage, entre guillemets, de mariage très très huppé, ce qui, d'ailleurs, elle a un regard critique là-dessus, c'est très intéressant. Et tout ce qui est genre VIP, tout ça, ça m'a beaucoup parlé parce que moi, j'ai eu un moment où j'ai été photographe et où je faisais beaucoup de photographies politique, entre guillemets, où je faisais beaucoup de photographies de groupe, de personnages de groupe, qui avaient un sens quand même assez creux. Voilà. Et elle a des réflexions là-dessus qui m'ont forcément parlé, donc c'était intéressant de lire ça, voilà, d'avoir mes propres réflexions et de me retrouver dans certaines choses qu'elle disait. Donc elle est quand même triste dans les années 93, 94, elle se retrouve un peu triste, surtout que l'homme dont elle était amoureuse est mort un petit peu avant, voilà, dans un incendie, dans un attentat, quoi, en Corse. Et elle est en pleine réflexion vis-à-vis de plein de choses. Et donc elle retrouve ce dragon, là, c'est ça, je sais plus comment il s'appelle, et elle va dîner avec lui, tout ça. Et puis elle va décider finalement de rentrer chez ses parents dans la nuit. Mais malheureusement, sa voiture va avoir un accident, elle va être retrouvée 24 heures après, morte. Voilà. Donc l'histoire commence avec son enterrement et d'ailleurs est très focalisée sur ce moment où on la voit dans son cercueil. Le cercueil est ouvert, on la voit. Elle est figée. C'est très intéressant. Elle est figée dans le temps. Elle est cachée en partie parce que forcément elle a été retrouvée dans un état assez catastrophique. Enfin, c'est vraiment dur il y a vraiment un poids des mots, un poids il y a vraiment un sens très fort à toutes ces images que Jérôme Ferrari nous met en tête.
Et on va être dans les têtes de plusieurs personnages, notamment son parrain, qui va nous parler aussi de religion, de la remise en question de sa foi en Corse, au moment de ces moments-là, ces moments-là de fort nationalisme et du FLNC. Et c'est très intéressant parce que la sœur, donc, puisque c'est l'oncle d'Antonia, sa sœur lui demande de faire la messe. Et donc il doit prendre du recul par rapport à la mort de sa nièce, mais en même temps c'est très difficile pour lui. Et il doit rester dans le cadre en fait de sa prière. Et les mots du coup qu'il dit ont un poids extrêmement fort et dur pour lui. Et on est dans sa tête à certains moments. Alors c'est pas ce que j'ai préféré dans le livre, je tiens juste à le dire, parce que moi je ne suis pas croyante, je suis athée, et donc forcément toutes ces réflexions ne me touchent pas beaucoup et n'appuient pas. Au contraire, parfois me gêne plus qu'autre chose. Chacun croit en ce qu'il veut, hein, je ne critique pas, mais forcément moi ça m'a moins touchée. En revanche, j'ai beaucoup aimé tous les autres moments où on suit Antonia, et j'ai beaucoup aimé les moments où on suit d'autres photographes de guerre, parce qu'il y a 2 chapitres qui sont dédiés à des photographes, notamment les premiers. Il y en a un, c'est un des premiers photographes, et voilà ce qu'il a pu ramener. Quel est le sens justement de cette image de reportage de guerre. Ça l'a vraiment. Il explique que très vite la photographie a été liée à la mort. Et puisque c'est un constat en fait, un constat de quelque chose, et donc très vite ça a été utilisé pour constater que telle personne était morte. On montre le visage des défunts, et voilà, c'est une preuve physique. Et du coup c'était très intéressant cette réflexion-là. Et il y a un autre moment, on suit un autre photographe aussi. C'était chouette, c'était vraiment intéressant, puis c'était dans un autre lieu du monde, c'était plutôt en Europe, si je dis pas de bêtises, Croatie, au moment de vraiment très très intéressant. Vraiment très intéressant, bref, voilà. Alors ce livre, je suis contente de l'avoir lu, d'être allée vers lui, parce qu'il m'a apporté des choses à moi, il m'a vraiment parlé, voilà. Je vous le conseille. Après ça plaira pas à tout le monde parce que ça parle quand même beaucoup de mort, de deuil, de religion, de conflits politiques très forts, d'attentats, de guerres, voilà. Donc c'est quand même des sujets qui sont pas faciles, mais ce livre m'a touchée. Je lui ai pas mis une extrêmement bonne note, je pense que j'ai mis 15, mais je pense que je pourrais mettre 16, parce que plus je vous en parle, plus je me dis que quand même il a révélé des choses en moi. Après, j'ai pas été particulièrement touchée par la plume, par les personnages que j'ai trouvé assez. Leur histoire ne m'a pas touchée en soi. Les choix qu'ils ont faits n'auraient pas été les miens, mais c'est peut-être pas ce qu'il a voulu montrer. Voilà. Bon, bref. Mais c'était intéressant parce que vous voyez, je vous en parle quand même longuement. Donc je vais peut-être remonter ma note. Je vais peut-être la mettre à 16 quand même. Écoutez BD, j'ai lu le premier tome de American Vampire 109, écrit par Scott Snyder, Stephen King et Raphaël Albuquerque. Raphaël Albuquerque, si je dis pas de bêtises, c'est le dessinateur, ça je sais, et il est quoi, chilien, quelque chose comme ça. Attendez, je crois que c'est écrit au début. J'ai adoré les dessins de cette histoire. Alors, je vais peut-être pas trop vous montrer. Attendez. C'est un type un peu comics. Voilà. Là, il y a des personnages importants. Les 3 personnages, les 2 jeunes filles et lui, c'est 3 personnages importants. Enfin, voilà. On va suivre Skinner Sweet, qui est un vampire, mais une nouvelle génération de vampires, qui peut naviguer comme il le souhaite dans la journée, et voilà. Alors que les autres sont des vampires plutôt de la nuit, et du coup ça crée un fossé entre ces 2 générations de vampires, et Skinner Sweet n'a de cesse en fait de se battre contre cette ancienne génération de vampires qu'il déteste, et
inversement pareil. On va suivre une... je sais pas, je dirais qu'on est dans les années 20, voilà. Dans les années 20 aux États-Unis. Et on va suivre cette jeune femme, là, que je vous ai montré, une petite brunette, assez intelligente, qui a des ambitions d'actrice avec sa copine, une autre. Donc elles font au départ de la figuration dans des films. Et elle va se retrouver dans une mauvaise position parce qu'on va la mettre en relation avec un auteur ou un réalisateur très connu. Elle va accepter et en fait elle n'aurait pas dû parce que ça va pas bien se passer pour elle. Ce sont tous des vampires et ça va pas bien se passer pour elle. Voilà. Bon voilà, c'est une histoire de vampire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a été écrit genre après Twilight, vous voyez, et dans l'intention d'arrêter de penser que les vampires sont des gentils et de redorer le blason des vampires en faisant vraiment des monstres sanguinaires. Et ça marche bien, c'est bien réussi de ce côté-là, c'est sympa. Côté scénario, c'est bien écrit, franchement, c'est chouette. J'ai pas été particulièrement touchée, ça m'a fait sourire parfois, mais pas plus que ça. Je sais pas si je lirai la suite en fait, c'est un peu dommage, mais parce que j'ai pas forcément envie de lire la suite. Mais j'ai bien aimé j'ai été assez touchée par le personnage de la jeune fille, mais il y a un moment où elle bascule et elle m'a un peu énervée, vous voyez. Donc je suis pas sûre de continuer. C'est possible que je le mette en vente sur Vinted celui-ci. J'ai pas été particulièrement déçue, je crois que j'ai mis 15 parce que c'est bien dessiné, l'histoire elle est pas mal, mais moi ça m'a pas énormément plu. Je pense qu'il manquait un peu du petit truc qui fait que on s'accroche et on aime bien les personnages. Là je les ai trouvés tous dégueulasses et en fait c'est bien quand même de s'accrocher un peu, vous voyez, et pas assez à mon goût. Mais bon, c'était quand même sympa. Et puis hier soir, avant de me coucher, j'ai lu une BD qu'il faut que je rende à la bibliothèque la semaine prochaine. Préférence Système de Hugo Bienvenu, édité chez De Noël Graphique, qui est un auteur français. C'est de la science-fiction, donc ça tombe bien parce que ça va dans mon challenge de science-fiction. On va suivre... alors, on est dans un monde très lointain, dans le futur, où vous voyez tous les souvenirs, toutes les informations, genre la data de toute l'humanité est rangée dans une sorte d'armoire comme ça. Et comme il y a énormément d'informations, beaucoup trop d'informations, surtout à l'ère du numérique, du tout numérique, il faut faire le tri. Et certaines personnes, en fait, il y a une sorte de jury qui délibère pour savoir quelle information on jette. On va suivre un personnage, un homme, là, qui est avec sa femme. Ils attendent un enfant, mais en fait, c'est leur robot qui porte l'enfant. Et lui, quand on lui demande de jeter des informations, il décide de les mettre dans son robot. Donc, il ne les jette pas vraiment, vous voyez, il les transmet à une personne. Par exemple, ils vont parler du film 2001 Odyssée de l'espace, réalisé par Stanley Kubrick en 1968. Donc on a ce personnage qu'on connaît qui explique l'intérêt du film, notamment pour en tant que référence. Et ils vont pas l'écouter, ils vont demander de jeter ça, donc forcément c'est un des exemples. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres comme ça, c'est plutôt intéressant. Il va y avoir, donc on va parler un peu de l'histoire d'amour entre ces deux personnes, parce que lui ne pense pas vraiment comme sa femme. Il va être traqué parce que justement, au moment on va comprendre qu'il fait des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Et ça va pas bien se passer pour lui. Et à un moment, le robot va être mis à l'écart du couple. Et je vous en dis pas plus. Voilà. Donc en fait, il y a toute une réflexion comme ça sur le futur noyé dans l'ère numérique, du tout numérique, et le fait qu'on soit envahi par les données et le fait qu'on doive jeter certaines choses. C'est le sujet principal du livre. Ça m'a plu, mais sauf que j'ai pas trop aimé le rythme de l'histoire. J'ai pas trouvé, vous voyez, je me souvenais pas trop parce que ça m'a pas... J'ai trouvé qu'il y avait des choses qui manquaient. En termes de dessin, c'est assez standard. C'est pas non plus quelque chose que j'aime particulièrement. Voilà. Donc c'est pas mal, mais c'est pas génial.
Bon, ça fait une demi-heure que je vous parle de livres. On va s'arrêter là. Je voulais juste vous faire un tout petit point sur la Japan Expo. On est allé voir donc la Japan Expo hier, je vous ai mis quelques images. On est revenu avec des mangas, on est revenu avec un chat qui fait avec la patte qui fait comme ça. D'autres choses, on a cherché un peu les stands qui étaient originaux. Il y avait énormément de stands, énormément de monde, énormément de gens déguisés, c'était très rigolo. C'était plutôt sympa à voir, on était curieux en fait de tout, sauf qu'on a été très vite engloutis par tant de propositions de stands, tant de gens, tant de tout. C'était fou quoi, c'était fou le nombre de personnes qu'il pouvait y avoir. On a testé les petits stands des maisons d'édition manga et ça c'était chouette. J'ai trouvé en revanche que les gens sur les stands étaient très sympathiques, très souriants, donc ça j'ai trouvé ça chouette. Et donc c'est assez mitigé, c'est-à-dire que trop de gens c'est assez stressant. Il a fallu qu'on prenne le RER où c'était bondé, mes enfants c'était vraiment pas cool, il y avait des bébés qui hurlaient, enfin vraiment c'était pas cool. On a gardé le sourire quand même. Et puis... j'étais un peu déçue parce que je cherchais un kimono pour moi et je ne l'ai pas trouvé parce qu'il y avait soit des choses... Enfin, j'en ai trouvé au début et puis j'ai dit je reviendrai et en fait on a perdu cet endroit. Donc j'ai un peu embêté mes enfants pour retrouver et d'ailleurs ils me l'ont reproché en fin de journée, saleté. Mais mon fils aîné, ils avaient chacun un petit budget, mon fils aîné a été content de trouver un stand un peu dédié au Yu-Gi-Oh! Parce que ça c'est un peu les cartes qu'il adore. Donc il s'est fait plaisir avec l'argent que je lui ai donné pour m'avoir aidé en fait à un moment, un week-end, je lui ai donné un petit peu d'argent et donc il s'est fait plaisir avec ça. Mes deux autres fils se sont fait plaisir un peu avec des cartes Pokémon. Ensuite il y a eu aussi je vous ai montré, il y avait des armes en fait en plastique ou des armes comme ça. Là, Lucien il a craqué sur une arme qu'il adore, il était trop content, donc ça c'était cool. Voilà, donc je leur ai fait des petits cadeaux. Et voilà, écoutez, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt chouette. On est rentré rincé hier, mais c'était quand même une bonne journée. Voilà pour le petit point de Japan Expo. Je sais pas si on y retournera, mais cette expérience était intéressante. Je vais vous faire des bisous. Je vous dis à très vite. Je vais vous reprendre sur un nouveau carnet de lecture, mais je vais couper ce carnet de lecture à un moment parce que je vais faire mercredi prochain un 24 heures ridathon. Un feuilleton 24 heures comme je les appelle et après j'enchaînerai le week-end sur un 7 jours 7 livres et donc du coup je vais filmer entre temps je pense un carnet de lecture, mais si j'ai pas assez de contenu je verrai si je le publie ou non, je sais pas. Voilà, donc je vais vous laisser là, il va être très long ce carnet de lecture, je suis désolée. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je m'en souhaite aussi à moi-même. Allez, bye bye.